On refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de On refait le H, une émission bénévole faite par des fans pour les fans du HBC Nantes, émission enregistrée dans les conditions du direct ce soir chez Mickaël, et c'est l'occasion de vous présenter les membres de cette émission. Bonsoir Mickaël, abonné depuis 2013. Bonsoir Polo, bonsoir tout le monde. En compagnie également de Yann, administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family. Bonsoir Yann. Bonsoir Paul, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Et donc en compagnie de moi-même, Paul, ancien journaliste pour le compte de la radio Sun et supporter du H. Au sommaire de cette 4e émission, nous reviendrons dans un premier temps sur le match contre Saint-Raphaël, avec des interviews et notamment celle de Nicolas Tournat. Dans un deuxième temps de l'émission, on reviendra sur les résultats du sondage. Que pensez-vous des débuts d'Alberto Entrerio sur le banc nantais ? Et puis on abordera ensuite deux autres points, notamment la victoire de la N1 pour son 3e match de championnat contre Gien. Et puis dans un 4e temps, on évoquera le prochain match du H contre Chartres ce mercredi à Chartres. Messieurs, on commence tout de suite par pour le retour contre ce match contre Saint-Raphaël. Qu'en avez-vous pensé ? Alors, juste avant, je veux juste caler un petite introduction, un petit billet d'humeur. Alors, vas-y, Mickaël. Avant de démarrer l'émission. Alors, s'il y a bien un joueur qui est emblématique au sein du HBC Nantes, c'est Roch Félio. Tout supporter violet qui se respecte a forcément un jour ou l'autre vibré en voyant notre capitaine historique entrer sur le terrain et arrogant la foule. Tout supporter nantais a forcément un jour serré le poing ou hurlé son bonheur en le voyant repousser avec hargne, courage et détermination les assauts adverses. De tout cela, nous avons été privés depuis le début de la saison, car notre capitaine émérite était sur le carreau, blessé. L'un des événements du match contre Saint-Raph de jeudi dernier, c'était justement le retour de Roch Félio. Malheureusement, de sa présence, on n'a pas pu beaucoup en profiter. En effet, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons vu notre capitaine quitter le terrain, grimaçant. Personnellement, moi je suis resté scotché sur le banc de touche pendant de longues secondes pendant que le kiné le manipulait. J'en ai même raté le but de Calvacanti. Et au passage la taloche que l'immonde Dipanda lui a calé. Je suis donc resté de longues secondes à attendre un signe positif venant de la part du capitaine Roch, mais rien n'est venu et on n'a pas revu Roch sur le terrain. Alors je m'adressais directement à toi capitaine, ne lâche rien, on est tous derrière toi. Et reviens-nous vite, parce que le H, sans Roch Félio au cœur de la défense, c'est comme un bon repas sans une bonne bouteille de pinard, ça a clairement pas la même saveur. Je vais juste continuer ce petit billet d'humeur avec une touche un peu plus positive, parce que jeudi dernier, il y avait un autre retour qui était très attendu. Vous l'avez compris, je parle du retour de Cyril Dumoulin. Alors, on va pas s'étendre sur la performance sportive, parce que Cyril, il est rentré que très brièvement sur le terrain pour essayer d'arrêter un jet de 7 mètres, qu'il a malheureusement pas réussi. Mais je crois que l'important était ailleurs. L'important, c'est la standing ovation que lui a réservé la H Arena. C'était tout simplement beau, digne du public nantais, du meilleur public de France. C'est simple, rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons. Je n'osais même pas imaginer ce que lui, il a pu ressentir sur le terrain. Cet accueil, c'était parfaitement mérité pour un très grand gardien de l'histoire du HBC Nantes, et en plus, un vrai bon mec. Alors, Cyril, le moment est venu pour moi, et puis je pense que pour tous, de te souhaiter un bon retour parmi le peuple violet. Et maintenant, à ton tour de nous faire vibrer, avec des arrêts décisifs et les victoires qui vont en découler, j'en suis sûr. Écoute, merci Mickaël, je crois que on a une petite émotion quand même à l'écoute de ton propos. Je crois que c'est deux retours qui étaient en tout cas très attendus des supporters, que ce soit celui de Roch et celui de Cyril. Effectivement, on a une grosse pensée pour Roch, en espérant que ce soit pas trop grave, cette intervention des kinés, mais ça n'a rassuré personne. On a senti d'ailleurs un petit blanc à ce moment-là. Heureusement que le reste du match a été plus positif. Alors justement, c'est l'occasion de revenir sur ce match. Le retour de Cyril Dumoulin, plus pour la confiance que vraiment pour le match aussi. Mais sur l'ensemble de ce match, sinon, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs ? Yann, je t'écoute. Ça a été une belle victoire du H contre un Saint-Raphaël diminué, il faut aussi l'admettre. Diminué par les blessures, des joueurs cadres comme Barachet, Simikou, Sarmiento, Lingard étaient absents. Malgré tout, Saint-Raphaël a bien tenu tête à Nantes jusque dans les dernières minutes, où là, ils ont pris un 5-1 dévastateur.
Avant ça, ils ont bien bousculé Nantais. Ils ont atteint la pause à 13-13. Ils sont même passés devant nous à 12-11 à la 28e. Ils ont mis beaucoup d'impact physique à l'image de leur capitaine Dipanda. Oui, justement, Dipanda qui est quand même devenu l'un des spécialistes bourre-pif à la française. Hein. Non mais on peut le dire, c'était très engagé à un moment donné quand même. C'est ça, dans la chronique, l'immonde Dipanda, j'irai pas jusque-là, Michael. En plus, c'est un joueur que j'apprécie, mais que j'apprécie réellement. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très physique, quoi. Voilà. Sans doute que Mickaël regrette déjà ses propos. Hein, ah non, absolument pas. Voilà, bon, ça c'est fait pour Adrien. Mais bon, je parlais de Saint-Raph, mais quant au Nantais, je trouve que l'impulsion est venue de deux joueurs. Nicolas Tournat, déjà. Même s'il a eu un peu de déchets, puisqu'il est à 6 sur 10, où il a 3 immanquables, très, très clairement. Et puis, Emile Nielsen, évidemment. Emile Nielsen avec un 14 sur 34 au niveau des arrêts, 41%. On ne peut pas par contre dissocier sa performance et le travail de la défense qui a été monstrueuse. On n'encaisse que 22 buts. 22 buts contre Saint-Raphaël, c'est plutôt une très très belle performance. À part ça, j'ai beaucoup aimé le jeu d'Emeric Min et de Rok Ovnicek. Emeric Min, une réaction, Mickaël, non? Encore pour les blagues, oui. Non, j'ai vraiment aimé Min et Ovnicek. Je les trouve très complémentaires. Je considère qu'ils vont apporter beaucoup au cours de la saison. Après, c'est peut-être le côté Balkan qui parle, mais j'ai un petit faible pour Rok Ovnicek. J'aime sa lecture du jeu, j'aime ses passes. J'aime surtout ce côté meneur slovène à l'ancienne. Engagé. Non, pas engagé, au contraire, c'est pas spectaculaire, mais c'est archi propre. Ça va pas être fait de fioritures, de fantaisie, mais c'est ça que j'aime, c'est simple en fait. Et des fois, le plus compliqué à faire, c'est jouer simplement, voilà. Mis à part ça, il y a quand même eu 7 passes décisives, pas lui, mais nous on fait 7 passes décisives durant le match. Saint-Raph en fait 0. Voilà, ça parle, je pense qu'au niveau de la construction du jeu, exactement, Mickaël, on y est quand même. Et puis je vais juste je finis là-dessus, excuse-moi, Paul, c'est sur l'apport défensif d'Augustin Hussein. Il est un peu dans l'ombre, on va dire. En tout cas, il n'est pas sur la scène médiatique. Mais il ne faut pas trop parler de lui. Mais alors, quel boulot, quelle intensité. C'est un joueur remarquable. Il lui reste juste maintenant à peaufiner un petit peu son apport offensif. Mais quel joueur. Et justement, sur ce match, on a senti que Saint-Raphaël, à un moment donné, était très brouillon, n'arrivait pas au bout de ses actions. Et justement, quand ils étaient brouillons, ils faisaient des fautes. Et plus que le H. Et c'est là où le H le H a été extrêmement brouillon. 9 pertes de balles, 12 du côté de Saint-Raphaël. Après, on mettait peut-être moins de parpaing qu'eux. Ça, c'est... Est-ce que les pertes de balles du H n'ont pas été moins décisives aussi? Enfin, ils ont perdu des balles, mais ils ont peut-être plus réussi derrière à rattraper le coup, chose que Saint-Raphaël n'a pas réussi à faire. Derrière, ils prenaient des buts ou... Ouais, je sais pas trop. La différence, je dirais, entre Saint-Raphaël et Nantes, c'est que Nantes a quand même une équipe qui est totalement remodelée. On a 6 nouveaux joueurs à des postes clés, donc il y a forcément des automatismes à trouver, donc forcément des pertes de balles, c'est assez logique. Sauf que nous, en fait, c'est plein d'espoir. Saint-Raphaël, c'est autre chose, c'est une équipe qui se connaît. Là, elle a dû faire face à un nombre de blessés conséquents et des joueurs majeurs, les 4 que j'ai cités tout à l'heure. Malheureusement, ça devenait trop compliqué pour eux. Voilà. Mickaël, sur le match, comment tu l'as vu? Moi, je trouvais que c'était poussif, accroché pendant les 20 premières minutes. On a eu un Nielsen qui était impeccable, avec un léger avantage quand même pour le H à 5 minutes de la fin. Mais c'était très tendu quand même cette première mi-temps. Ouais, la première mi-temps, elle a été tendue. Donc, moi, je vais revenir un petit peu sur le match. Je suis pas tout à fait d'accord avec Anne. Alors, je nous ai trouvé très bon en défense, comme tu l'as dit. Nielsen, il a bien fermé la boutique derrière. C'est sur l'attaque. Moi, j'ai été assez déçu de l'attaque globalement. Sur ce qu'on a montré, pour moi, ça a été le match le plus décevant depuis le début de l'année.
L'association Ovnicek-Mine, je trouve qu'elle n'a pas très bien marché, à contrario de ce qu'elle nous avait montré contre Paris. Oui, mais ils sont pas censés jouer ensemble. Ils peuvent le faire comme ils l'ont fait là durant le match. Moi, ça m'a posé problème en fait. Surtout quand, du coup, on n'a pas vu beaucoup Mine au poste de demi-centre, qui est quand même pour moi clairement son meilleur poste. On l'a vu énormément sur le poste derrière. Et je trouve qu'en fait, il peut pas développer tout son talent sur ce poste-là. Et, on est d'accord là-dessus. Et la relation Ovnicek-Mine, je l'ai pas trouvé tip-top. Elle a montré de très belles choses contre Paris, et là, j'ai trouvé que ça a manqué. J'ai trouvé qu'on a manqué d'imagination aussi. On a énormément joué avec le pivot. Alors, ça a été très efficace, mais dès que ça s'est resserré, j'aurais aimé qu'on essaye quelque chose d'un petit peu différent, qu'on essaye d'aller provoquer dans les espaces. On est un peu affaibli sur la base arrière. Quand tu vois qu'Olivier Gnocas n'est pas là, quand tu vois que Gourbi, parce qu'on parle beaucoup de Gourbindo en défense, mais en attaque, sa distribution du jeu. Clairement, on est affaibli sur la base arrière. Et Calvacanti, sur le match, il y est pas trop. En défense, il est là, mais en attaque, il y est pas. On manque de tirs notamment à 9 mètres. J'aimerais bien qu'il y ait des joueurs. Alors, soit Calvacanti, là, il est allé assez peu au tir, il a eu assez peu d'occasions, alors que pourtant, il a le physique et le talent pour le faire. Lazarov, sur la base arrière, sur les tirs de loin, les tirs à 9 mètres, pour moi, il n'y est pas depuis le début de l'année. Son pourcentage, il est famélique depuis le début de l'année. Il est à 38%, je crois, au tir. On manque de variété. Alors, on est allé un peu sur les ailes. Pas assez à mon goût. Est-ce que Kirill, justement, on l'utilise pas toujours dans le même rôle aussi, toujours dans la même situation, un peu sur les mêmes shoots? C'est surtout que là, on l'utilise tout le temps. C'est ça le problème. Lui-même le disait dernièrement dans la presse. Il va pas pouvoir jouer autant. Il le fait actuellement pour compenser la blessure de Gourbindo. En défense, on a parlé dans les émissions précédentes où il pivote avec Sébastien Augustinussen. Sébastien rentre et lui prend l'aile, mais ça va pas être possible de durer comme ça. Donc, heureusement, il y a l'arrivée de Garcia, d'Antonio Garcia, qui peut jouer et à gauche et à droite et qui va venir le soulager. Mais bon, après, en attaque, quand Garcia il rentre, on se retrouve à 3 derrière. On voit bien que Garcia, il va pas vraiment vers l'avant. Alors, c'était que le premier match. Il est arrivé. Voilà, j'ai pas envie de jeter la pierre à Garcia là, mais bon. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait manqué pas mal d'imagination. Ça a pataugé. Alors qu'en plus, Saraf, ça défend dur, mais il y avait moyen de les épuiser un peu plus vite. Là, ils ont craqué physiquement, on a vu sur les 5-6 dernières minutes. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Mika. En fait, ça n'a pas manqué d'imagination. C'est surtout il y a eu énormément de déchets. C'est pas l'imagination, c'est quand on voit encore le nombre de pertes de balles, et les pertes de balles, c'est pas sur il y a eu pas mal de pertes de balles en cherchant le pivot, et on cherche trop souvent le pivot. Et pas que le pivot, je me souviens de la commande, mais il y en a eu beaucoup. De la passe de Rokovnicek pour Valero, entre les jambes du défenseur adverse. Le défenseur s'y attend pas, c'est des automatismes à trouver. Donc je suis pas forcément inquiet de ça. Après, c'est sûr que c'est un des points noirs. Pour moi, c'est pas le manque d'imagination, c'est pas le manque de variété, c'est plus les automatismes à trouver qui font qu'il y a eu des déchets. On a beaucoup utilisé le pivot au départ, ça c'est vrai, et à la fin aussi. On a essayé pendant tout le match et malheureusement, on n'a pas toujours réussi à le trouver. Ça a été un peu trop systématique. Si Nicolas Tourna n'a pas un déchet notamment 3 immanquables, et qui font qu'il finit à 6 sur 10, il est à 9 sur 10 et 9 sur 10 ça veut dire que le pivot l'a bien qui va arracher au milieu des défenseurs quand même. Il arrache parce que les passes sont là aussi, c'est le rôle d'un pivot. Justement, tu l'évoquais, Yann, Nicolas Tourna qui a encore fait un très bon match. Il a accepté de nous donner ses impressions sur le match après justement cette rencontre contre Saint-Raphaël. On l'écoute. Bon Nicolas, du coup ce match contre Saint-Raphaël, on a eu une première mi-temps qui était très serrée, qui se finit à 13-13, et puis on vous a vu revenir là en fin de deuxième de façon assez éblouissante. Ouais, c'était un match serré, on savait que ça allait être une équipe très physique qui tapait, on a pu le voir ce soir, ça a été un match engagé. Après ce qui est bien, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a tenu avec un bel état d'esprit, et je pense que c'est ce qu'on montre depuis la reprise du championnat, et je pense que c'est de bon augure pour la suite, et il faut continuer comme ça. Emile a fait des beaux arrêts en première, c'est vrai que les gardiens ont été au niveau ce soir, et puis en deuxième, finalement, vous avez commencé à trouver des automatismes, et c'est là où vous avez réussi à créer l'écart. Ouais, Emile a fait des arrêts, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas trop fait d'exploits, mais il a été en
en calque avec une très bonne défense. On a pris 22 buts. Forcément, il a fait une très belle partie, mais ça a été en quinconce avec la défense. On a été vraiment au top, et du coup, c'est super parce qu'on défend bien, le gardien suit, et derrière, après, on peut monter les ballons, même si on aurait pu un peu plus courir, je pense, mais c'était pas mal de calmer, parce que comme il n'y a pas trop d'automatisme encore, des fois, quand on se précipite un petit peu, on arrive à perdre des ballons. Donc, mais il y a eu de l'engagement, il y a eu un bon état d'esprit, et c'est super pour la suite. Bon, merci beaucoup Nico, puis on vous attend pour la suite. Merci bien. Au revoir, bonne soirée. Donc c'était les réactions de Nicolas Tourna après le match. Il évoque notamment cette grosse défense qui leur a permis aussi d'assurer. C'était un élément essentiel de ce match, cette défense. C'était un élément essentiel, mais il évoque aussi, comme je le disais auparavant, la précipitation, le manque d'automatisme. Ça viendra, ça fait qu'un mois et demi, que les joueurs se côtoient. Il faut que la mayonnaise prenne, elle va prendre, parce que vu le talent des joueurs recrutés et des joueurs déjà en place, il n'y a pas de souci à se faire. Ce qui souligne aussi, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit est là, il y a une très bonne ambiance, il y a une volonté de se battre pour ses coéquipiers. Ça compense actuellement les manques d'automatisme et donc les erreurs, les pertes de balles et la précipitation. Faut pas oublier que c'est une très jeune équipe aussi. Non, c'est sûr. Mais voilà, ça enlève pas ce que je dis. Moi, je trouve que en fait, je m'attendais à voir l'équipe progresser encore, gravir un petit échelon petit à petit. Et là, moi, j'ai pas eu cette sensation-là. Donc, c'est une petite déception, mais pas d'inquiétude. Je pense que ça va venir. Effectivement, il faut que ça se construise petit à petit. Mais voilà, c'est ma petite déception. Maintenant, il y a la victoire. On n'était pas non plus contre un gros Saint-Raphaël, tu l'as dit, ils avaient beaucoup d'absents. On prend que 22 buts, mais bon, la base derrière n'a pas montré grand-chose non plus. Mais en tout cas, ça a été bien, solidaire derrière. On a gagné, c'était l'essentiel. Justement, en parlant des arrières, on a eu une deuxième réaction au micro lors de ce match, enfin, après ce match, celle de Rafika Marzouk, ancienne internationale tunisienne, qui a notamment joué au NLH. Et justement, on va écouter ce qu'elle nous disait sur ce match contre Saint-Raphaël. Bon, alors ce soir, ce match contre Saint-Raphaël, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est un beau match. Enfin, moi, je suis toujours impressionnée par la présence du public et puis par le niveau d'investissement et d'engagement. Après, sur le plan jeu, il y a eu pas mal de déchets. Il y a eu quand même des très beaux arrêts de la part des gardiens, mais des deux équipes. Après, sur la défense, j'ai trouvé que c'était un peu, plus ou moins, pas assez fort en défense. Et puis bon, après, sur la fin du match, le petit 5-0, là, ça fait du bien. Oui, il se réveille sur la fin, parce que c'est vrai que 13-13 à la mi-temps. Et puis on a un début de deuxième mi-temps qui est mieux de la part du H. On sent qu'ils ont été remotivés avec de bonnes consignes. Ils reviennent avec un état d'esprit différent en deuxième. Et puis cette explosion là dans les 7-8 dernières minutes. Sur tout le match, il y a eu des phases où les Nantais, on sentait qu'ils maîtrisaient bien le sujet. Il y a eu des moments aussi où ils étaient moins bien, quoi. Il y a eu pas mal de pertes de balles, donc sur un match comme ça, ça se paye directement. Et Saint-Raphaël n'a pas su aussi tirer profit justement de ce manque de lucidité à un moment donné. Et par contre, oui, la différence là où il y a du haut niveau et on sent vraiment l'enjeu. Et puis le jeu, c'est sur le money time où ils arrivent à la fin à renverser la situation et puis plier le match, quoi. Justement, Mickaël, par rapport aux propos de Rafika, tu partages aussi ce qu'elle nous disait sur ce match, notamment cet avantage du H que le H a réussi à se créer en fin de première de 5 buts, puis après ils se sont fait rejoindre à 13-13 à la mi-temps. 5 buts, c'est pas en fin de première, c'est fin de match. En fin de deuxième mi-temps, fin de match. Oui, c'est sûr que dans le Money Time, moi je pense qu'ils ont craqué un peu physiquement parce qu'ils n'avaient pas de rotation, très peu. Donc ça nous a permis de faire le trou et de faire un écart qui me paraît bien conséquent par rapport à la physionomie du match. Plus 6, ça me semble un peu sévère pour Saraf au vu de la physionomie du match. Puis en plus 4, ça m'aurait fait gagner les pronos, mais bon. Bref. Sinon, je la trouve un peu dure quand même avec les défenses. Ça dit que ça n'a pas été tip-top. Moi, je les ai trouvés vraiment bien. Je la trouve un petit peu dure. Saint-Raphaël, il n'y a pas de surprise, vu les parfums qu'ils mettent à chaque fois. Nous, on était bien, mais je l'ai trouvé un peu dur. Et puis, elle fait bien de signaler aussi que Demaille, côté Saint-Raphaël, a fait un très bon match. Oui. Et ça nous a aussi mis en difficulté. Tu disais, on tourne à 13-13 à la pause. C'est aussi grâce à lui, parce qu'il fait une très très belle première mi-temps.
Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce match contre Saint-Raphaël. On va passer au deuxième point, hein. C'était les résultats du sondage. Que pensez-vous des débuts d'Alberto Entre sur le banc de Nantais? Justement, là on a les résultats du sondage. Alors vous êtes 109 à considérer qu'Alberto doit confirmer, bien évidemment, parce que ses débuts sont encourageants, voire bons. Vous êtes 63 à les trouver bons et à avoir une opinion négative quant au début d'entraîneur. Non, à ne pas avoir l'opinion négative. À ne pas avoir une opinion négative. Donc, messieurs, les sondés soulignent par contre unanimement la gestion de l'effectif avec beaucoup de rotation. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Eh bien, les sondés ont raison, puisque c'est cette année, par rapport aux années précédentes, il y a une grande rotation de l'effectif. Ça a été le cas même à Paris. Alberto Entre n'a pas peur de faire entrer de très jeunes joueurs. Ça a été le cas d'ailleurs pendant la préparation. On va souligner qu'il y a eu préparation d'avant-saison, j'entends. On va souligner qu'il y a eu des blessés, certes, mais il fallait faire confiance à de jeunes joueurs comme Thibaut Briet, comme Pelechenko. Là, en fait, durant ce début de saison, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Théo Monard a été appelé. Il n'a que 18 ans et on lui donne du temps de jeu surtout. Il n'est pas juste là pour faire un nombre sur le banc. Il a du temps de jeu, il en a eu contre Paris, il en a eu encore plus contre Saint-Raphaël. J'ai vraiment trouvé pas mal contre Saint-Raphaël. Je sais que tu l'avais bien aimé, Oui. C'était un peu ton petit coup de cœur, on va dire, contre clairement. Paris. Il a vu quelques trous d'air, mais c'est normal, hein. C'est Paris en face et lui vient juste d'arriver, il a que 18 ans. Mais contre Saint-Raph, je l'ai vraiment trouvé bien, il n'a pas eu peur d'aller au contact contre une équipe constituée quand même de bons bourrins, hein. Donc oui, je suis d'accord avec les résultats du sondage. C'est à confirmer, mais pour moi c'est déjà bon. Mickaël, de ton côté, sur Oui, la rotation, effectivement, on en voit un petit peu plus. Après, sur les jeunes, ah oui, c'est bien, on voit des jeunes. Il y a aussi une nécessité, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le carreau. Et du coup, il renouvelle. Alors, il n'hésite pas à les faire entrer, mais il renouvelle. Quand on sera effectif, C'est une belle preuve de confiance. c'est une belle preuve. Mais quand on sera effectif complet, je demande à voir si il continuera à prendre des jeunes dans le groupe ou pas, continuera à les faire jouer sur des matchs qui vont être décisifs. J'attends de voir. Maintenant, c'est très bien. Théo Monard, tu l'as dit, j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Il est très bien. Voilà, il y a plein de garçons qui sont très intéressants parmi les jeunes. C'est bien de les inclure. Quand on va tourner à effectif complet, ce qui va arriver, j'espère, à un moment dans l'année, peut-être qu'on les verra moins aussi. Quoi. Justement, est-ce que là, de leur donner leur chance aussi, quand il y a plus de place, parce qu'il manque des joueurs importants, c'est aussi leur donner de la confiance dont ils pourront profiter pour des rentrées futures quand l'effectif sera au complet. Non, mais c'est très bien. Et puis, de toute façon, il faut les inclure. De toute façon, il faut les inclure. Mickaël a raison. Si on se souvient de Nico Tourna ou Romain Lagarde, quand ils ont commencé, c'est pareil, ils ont joué des bribes de match, et puis petit à petit, ils sont montés. Delcroix qui avait fait une performance extraordinaire contre Berlin en EHF. Oui, c'est important de les inclure. Après, Mickaël a raison. C'est évident que lorsque l'effectif sera au complet, ils vont moins jouer, voire ils ne seront pas dans le groupe. C'est normal. Par contre, le temps de jeu qu'il aurait donné actuellement, s'il performe, ça peut aussi bousculer la hiérarchie. Et c'est à juste titre, parce que c'est ça le haut niveau. Ta place, elle n'est pas attitrée. Hein, donc, aussi. donc un petit gars qui arrive et qui commence à bousculer les autres, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, mais s'installer et donner à penser à l'entraîneur qu'on est là si on a besoin de nous, c'est déjà important. Bon, justement, la transition est toute trouvée. On parlait des jeunes. Je veux revenir juste vite fait sur Alberto, avant de passer à la N1, si ça te dérange pas. Vas-y, Mickaël. Donc oui, les rotations, c'est bien. Dans le jeu, parce qu'on va parler un peu de jeu, parce que c'est un coach et il a de la tactique quand même à mettre en place. Donc la défense, c'est hyper intéressant. C'est sur l'attaque que j'attends qu'ils mettent une petite patte un petit peu à l'espagnol, un truc. Alors ça va arriver, j'en suis convaincu. Ça l'est déjà, moi je suis en désaccord avec toi, ça l'est déjà. C'est pas la patte qui n'est pas là. Un petit peu, c'est le déchet des joueurs. Il y en a un petit peu, mais j'attends on passe beaucoup plus par les ailes qu'on passait les années précédentes. Un joueur comme Julien Desmonet doit revivre. Très honnêtement, il doit revivre. C'était un type qui jouait 2 minutes par match et dès qu'il faisait une erreur... il joue aussi parce que Valero est dans le trou. Valero, il est dans le trou. Valero sort parce qu'il est dans le trou.
il rate un tir, il fait une contre-attaque, il fait un marché, il rate un penalty. Ouais, mais ça c'est contre Paris, il loupe le 7 mètres aussi. Ouais, mais là, Saraf, il est dans le trou, Valero, il est tête basse, ça va dans l'attitude. Et donc, le coaching mais c'est du temps de jeu, il n'y a pas que Valero, avec le gendre. Voilà, avec Thierry Anti, et Monet loupait un tir, il jouait pas du match. C'est sûr qu'il a plus voilà, je suis méchant avec Thierry Anti là-dessus, mais bon, on va pas se mentir, tout le monde l'a vu, c'est des constats, il suffit d'ouvrir les yeux. Un joueur comme Julian doit revivre. Et donc je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi le jeu à l'espagnol qui passe par les ailes existe déjà, est déjà mis en place par Alberto. Il existe, mais j'aimerais en voir plus en fait. C'est juste qu'il y a du déchet dans les passes. Il y a des déchets dans les passes, on l'a vu, notamment contre Sarah, il y a du déchet dans les passes. C'est le temps que la mayonnaise prenne. Ouais, mais je reste convaincu qu'on peut faire mieux, on peut apporter plus, mais c'est peut-être que je suis un peu trop pressé d'accord, aussi. Je suis un peu trop pressé. Oui, je pense que c'est trop pressé. Mais on va dire que c'est l'empressement, l'impatience et l'empressement de la jeunesse. On parlait justement de jeunesse juste avant, sur la victoire de la N1 pour son 3e match de championnat contre Gien, victoire 38-28. Un petit mot sur cette rencontre, messieurs. Mickaël. C'est super, quand la N1 gagne, on est forcément super content. Nous on aime bien en parler, et puis en plus des retours qu'on a eu, ça vous plaît, donc on va continuer à le faire. Donc bravo les petits gars. C'était une super intervention. Non mais attends, en fait, on voit qu'il a bossé. Hein, non mais je suis en train de chercher mes notes. Mais oui, mais ça se voit. Mais en fait, je pensais que t'allais lancer Yann. Oui, mais c'était un test. Je vais parler. Non mais c'est bon, je les aime. Moi j'ai pas de notes. Il y a les gens qui maîtrisent et il y a les gens qui ont besoin d'avoir du papier. C'est bon, je les aime. Que dire, 3e victoire consécutive de 10 buts, hein, Mickaël, t'as tes notes? J'ai mes notes, c'est voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est le premier match, c'est que la 3e journée, hein, mais c'est le premier match où ils arrivent, ils sont confrontés à une défense 6-0, et après, la défense, en fait, de Gien passe en 3-3. Et quand elle passe en 3-3, ils sont bousculés. Ils sont vraiment bousculés, ils sont perturbés, et ils savent pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le score ne prend pas, voire il régresse. Et en fait, en s'adaptant à ce 3-3, parce qu'on a quand même des joueurs de qualité et un entraîneur de qualité qui permettent de comprendre et d'assimiler assez rapidement, là, on refait la différence. Et en fait, je vais être méchant, c'est comme si c'était un entraînement, parce qu'on est au-dessus de Gien. C'est 3 victoires de 10 buts d'écart, mais on n'a pas rencontré les cadors du groupe non plus. Mais voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant au niveau du dispositif défensif et comment nous on s'adapte à ça. Mickaël, vu que tu as retrouvé tes notes, on t'écoute. J'ai retrouvé mes notes. Comme tu l'as dit, Yann, je voulais en parler, on n'a pas encore joué les cadors. La semaine prochaine, notamment, on va à Bruges-Lormont, qui est aussi dans les premiers. Ça va être un déplacement extérieur, ça va être encore plus compliqué. Il y a aussi la réserve de Paris qu'on va affronter, qui est aussi en tête de notre groupe. Donc, mais c'est bien, on gagne 3 matchs de 10 buts, on est une équipe qui est promue. Les gars, ils jouent le maintien et on démarre 3 matchs, 3 victoires de 10 buts, donc c'est super. On est promu, mais on a une réserve et un centre de formation d'un club professionnel de haut niveau. Donc, ouais, mais tout le monde brille pas. Non, on est d'accord. Comme on brille nous, donc c'est très bien. Un petit mot sur moi, mon chouchou, c'est Mathéo Fadwil qui s'est blessé malheureusement en torse à la cheville, donc j'espère qu'il va revenir très vite parce que voilà, c'est un garçon qu'on aime bien voir. Et puis je veux dire un petit mot aussi sur un garçon on parle pas beaucoup, c'est Joris Limousin, c'est pas forcément le joueur le plus évoqué. Il fait une super saison, il est le 2e meilleur buteur du club. Il était l'année dernière de l'équipe qui a été championne de N2. Voilà, il y a quelques petites stars, on va dire entre guillemets, j'aime pas trop le mot. Disons mais on va être méchant, mais il est pas charismatique. Ouais. Mais il en met 8. Bon, je dirais pas ça, mais il y a des stars comme Damatrin, voilà, Fadwil. Et Hoffman qui sont connus. Voilà, il est un petit peu moins connu, mais il met 8 buts. Il est 2e meilleur buteur du club après 3 matchs. Et donc il fait une super performance. Donc grand bravo à lui, j'espère qu'il va continuer. Voilà, il jouait lié droit pour l'info. Et voilà, j'espère qu'il va continuer. Et puis bravo à Damatrin qui finit meilleur buteur avec 9 buts. Et puis bravo à notre ami italien dont on a le nom, mais dont t'avais oublié le nom. mais que malheureusement je vais certainement écorcher. Donc bravo Andrea Caleluori. Ouais, alors, on a une note de combien là? Je le prononce peut-être pas bien, mais bravo à lui, il fait 12 arrêts.
Il a pris la Non, place donc de non, Andreas non, c'est- Hoffmann qui est blessé. Il fait 15 arrêts. Je 15 sais arrêts. pas, c'est sur, en tout cas, les stats de la FFF HB, la FFHB, pardon, voilà, parce que la FFF c'est le foot. La FFHB, ils mettent 12 arrêts, pardon. Donc, voilà, je sais pas. C'est Ouest France dit autre chose, Presse Océan aussi, donc voilà, il doit être à peu près entre ça. En tout cas, il fait un excellent En match. tout cas, il fait un excellent match, Voilà. bravo à lui, et C'est- peut-être qu'on pourra le voir aussi apparaître. Comme t'en parles, c'est ça aussi qui est intéressant. Tu as parlé de Matteo Fadwil et là de Andrea Ah, mais Collet- bravo! Voilà. Ah, on se moque de moi, mais c'est pas mieux! Voilà, Collet-Louori. Andrea, en fait, supplée Andreas Hoffmann qui s'est blessé lors du dernier match en percutant Baptiste Damatrin. Et on s'aperçoit qu'on a 4 grands gardiens. On a les 2 de l'équipe professionnelle, Nielsen et Dumoulin. Et en N1, on a Hoffmann et Collet-Louari. Collet-Louari qui est quand même le gardien de l'équipe d'Italie des moins de 19. Qui avait été repéré par Greg Cogent. Il a fait un superbe match contre Gian, ou Gien, je sais pas exactement comment on dit. Gien. Et comme tu parlais de Matteo Fadwil, alors sa blessure est gênante, mais ce qui est problématique, c'est qu'on a aussi la blessure de Lucas de la Bretèche. Et donc là, on va se déplacer à Bruges, qui est aussi en haut de tableau, comme tu disais, et sans demi-centre. On n'a aucun demi-centre. Donc on va voir un peu ce que l'équipe, a dans le ventre, et 2, comment Dimitri Florence va réorganiser en fait cette équipe, puisqu'à la base déjà, Matteo Fadwil n'est pas demi-centre, mais ailier. Il peut jouer Ouais, il des va peut-être postes. finir demi-centre quand même à un moment dans sa carrière. Vu parce ce qu'il qu'il a fait, le talent. c'est possible, puis il aime bien toucher le ballon, donc c'est possible. Mais je pense que comment ça va être compliqué, mais ça va être intéressant de voir comment cette équipe va évoluer sans demi-centre attitré. Bon, alors voilà le point sur la N1, en tout cas pour après ce 3e match de championnat contre Gien, on vous le rappelle avec une victoire 38-28. Il est temps maintenant pour nous, messieurs, d'évoquer le prochain match du H contre Chartres. C'est ce mercredi, Chartres qui est 9e. Qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Une victoire. Une victoire, oui, d'accord. Étant donné les objectifs annoncés par le club de se qualifier pour la Ligue des Champions, Chartres est le champion de Pro League. Alors, ils retrouvent la Star League après 4 ans de purgatoire, on va dire. Ils ont un effectif de qualité, ils ont tout changé en fait. Chartres, c'est assez... C'est une équipe déroutante, mais parce qu'ils ont tout changé. Les dirigeants ont changé, le staff a changé. Ils ont mis un entraîneur au dernier moment, Tony Girona, qui est l'ancien entraîneur des équipes réserves du FC Barcelone. Mais il est arrivé au dernier moment, donc il n'a pas choisi l'effectif. Voilà, donc il se retrouve avec un effectif qu'il n'a pas choisi. Bon, ça a été la même chose quand il avait été promu sélectionneur de la Tunisie, parce que il est aussi sélectionneur de la Tunisie. Mis à part ça, ils ont quand même recruté, il y a 8 nouveaux joueurs qui sont habitués à la Star League, Mortem Vium et Vachla Furlan qui viennent d'Ivry, et surtout, moi c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, le roumain Danemil Rakotea, qui est prêté par Veszprém. C'est un joueur qui est capable de tout, passer complètement à travers et puis tenir l'équipe à lui tout seul. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il a pas vraiment. Et bah passé sur au le travers. ah non, il n'est pas passé au travers. Non, au contraire, sur les premiers matchs. Mais malgré tout, ça reste une équipe de Pro League qui a recruté des joueurs Ex-équipe de Pro League. une ex-équipe de Pro League, pardon, oui, qui a recruté des joueurs et un entraîneur qui normalement et logiquement devrait lui permettre de se maintenir en Star League. Parce que je considère qu'il y a des clubs qui sont plus faibles. Mais ils sont largement à notre portée. Si on ne gagne pas contre Chartres, Aix a eu toutes les difficultés du monde à aller gagner là-bas lors de la première journée. Paris s'est imposé 36-30, mais bon, c'est Paris, de toute façon. Et je pense qu'on peut faire pareil que Paris là-dessus. Étant donné nos objectifs et notre statut et notre effectif, même si on a encore des choses à travailler et à peaufiner, on est au-dessus et on n'a pas le droit de ne pas aller gagner là-bas. Bon, alors justement, ton pronostic là pour ce match, Yann ? Et moi, je donne pas mon avis. Si, mais je vais le prendre après. Ah, d'accord. Victoire, après, j'aimerais bien... Alors, Victoire combien ? Il nous faut un chiffre. petit score, parce que je pense que la défense est plutôt bien établie à Nantes.
On l'a vu avec les 22 buts contre Saint-Raph. Même s'il faut peaufiner l'attaque, on est à l'extérieur. D'accord, un chiffre. Allez, un 28-22. D'accord. Et de ton On côté... mettait pas juste l'écart Si, on mettait juste l'écart. Bon, mais ça fait c'est plus pas- 6, quoi. Ça fait un plus 6, ouais, un plus Plus 6, 6, 28-22. Et de ton côté, Mickaël, qu'est-ce que tu attends de ce match-là contre Chartres et ton pronostic aussi? Eh ben, une victoire aussi, forcément. C'est des matchs qui sont toujours un petit peu compliqués, qui peuvent être compliqués, d'aller à l'extérieur chez une équipe jugée plus faible. Eux, ils ont rien à perdre, ils reçoivent le HBC Nantes, la salle va être pleine parce que c'est un des matchs de gala de Elle la sera saison. pas pleine, elle n'était pas pleine contre Paris, elle Bon, n'était pas ça- pleine contre Aix. Donc, C'était bien garni quand même. Ça, enfin, j'ai vu les images à la télé, c'est bien garni. Ça va pousser leur équipe. Il faut qu'on rentre fort dans la rencontre pour s'éviter un malentendu, quoi. On a vu la semaine dernière Aix qui s'est retrouvé en galère à Ivry. On a vu Nîmes qui s'est fait battre par Créteil. Même si Par c'est un exemple, malentendu, on peut conclure. Hein. On peut toujours conclure, évidemment. C'était Après- le moment gênant de Polo. Après, à Ivry, on avait eu quelques difficultés aussi. On avait même perdu là-bas il y a 2 ans. C'est une salle qui fait peur, hein. Pas l'équipe, mais la salle fait peur. Donc. Oui. Bon, alors Euh, justement, Mickaël, ton je- pronostic là sur cette Je rencontre. termine juste mon Vas-y, vas-y. truc, puis après j'irai le pronostic. Donc ouais, ça peut être un match compliqué, mais si on le prend bien, comme l'a dit Yann, on est au-dessus et on devrait s'imposer. Normalement, quand on joue un promu, j'ai pas le souvenir qu'on ait perdu des points contre des promus ces derniers temps. Donc bon voilà, on va le dire, je rigole parce que Yann est en train d'ouvrir une bière à côté de moi, voilà, donc je vais reprendre mon Alors, sérieux vas-y, tranquillement. continue. Allez. Donc voilà, si on est sérieux, on va gagner ce match. Parmi les joueurs à craindre de l'autre côté, moi j'avais noté Ben Ali, le pivot d'origine tunisienne qui joue pour le Qatar maintenant, Ouais, qui ouais. est très bon, qui a un pivot massif, costaud, mais qui est aussi très mobile et très bon en attaque. Donc il va falloir faire attention et bien défendre sur lui. Sinon voilà, on est au-dessus d'eux et on attend ils ont des bons joueurs, on attend la victoire. Parce que voilà, avec les objectifs qu'on a, on peut pas se permettre de perdre chez un promu, quoi. Et alors justement, ton pronostic, une victoire, mais de... Ouais, moi je vois bien une belle victoire, bien ancrée, je dirais chiffre plus 6. Plus 6, très bien. Donc plus 5... Ah, pareil, hein, j'ai plus dit 6, 28, non, plus 6 pour Ah rien. oui, t'as dit plus 6, 28, je vais 22, dire plus combien 6. Ah non, plus 7 alors. D'accord, plus 7. Et ben écoutez, pour moi, ça sera une victoire également de plus 6. Yann, un petit dernier mot, oui? Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, brièvement juste brièvement, c'est par rapport au match contre Chartres, je voudrais féliciter les Ultras qui vont se déplacer là-bas. Il y a 3h20 en fait de déplacement, donc bravo à eux, encouragez bien l'équipe, on vous verra à la télévision et ramenez-nous une belle victoire. Bah, écoutez, merci messieurs, c'était pour cette 4e émission dont On refait le H. Et puis on reviendra pour une 5e émission pour débriefer justement ce match, notamment contre Chartres. Merci à vous. Merci, bonsoir. Bonsoir.